fait, les gens, ils vont juste se dire, cette femme-là, elle a planté sa life, quoi. Tu romps avec ton conjoint, tu perds ton logement, ton travail, donc ton salaire. Oui, c'était juste un ouragan. Et en même temps, a posteriori, un ouragan tellement salutaire, quoi. Lui, il m'a dit non, mais franchement, moi, quand je t'ai rencontré, t'avais l'air d'une nana trop badass. Je pense que t'es une badass, tu vas y arriver. Je dis ok, donc il y a des gens qui peuvent voir ça, trop chouette. Salut à tous et bienvenue sur Repro, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à la formation. Mon invité du jour, c'est Aline. Aline, elle avait un format de vie assez classique. Pendant 8 ans, elle s'est investie dans l'entreprise de son conjoint qui a vécu une super ascension. D'extérieur, la vie parfaite, la maison avec la piscine, les enfants, le chien, les vacances. Et jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que son quotidien ne lui allait plus. Alors elle décide de tout quitter son confort et de repartir pratiquement de zéro, d'utiliser ses expériences passées pour se lancer dans une carrière en coaching et en formation. Elle va nous raconter aujourd'hui ses choix et ses motivations. Vous avez trouvé Repro sur YouTube, mais sachez que vous pouvez aussi nous retrouver en format audio sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Amazon Music ou sur Deezer. Si cet épisode vous inspire, surtout, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à en parler autour de vous, à nous laisser un message ou un commentaire. C'est hyper important parce que ça nous aide à faire vivre ce podcast. Aline, du bâtiment au coaching et à la formation, c'est maintenant et c'est sur Repro. Salut Aline, comment ça va ? Ça va bien et toi, Eric ? Eh ben super, je suis super content de te recevoir ici. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et du coup j'ai suivi ton parcours professionnel depuis bien longtemps et tu as fait une belle reconversion. Donc du coup, je voulais parler de tout ça avec toi. Dans la préparation de l'émission, je vais parler d'un livre qui t'a bien inspiré dans les choix que tu as fait dans ta carrière. Et est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je peux. Il est là. Yes. Ce livre, c'est Les 7 habitudes des gens très efficaces. Ok. En fait, ce livre, je l'ai acheté. Alors, j'ai essayé de resituer à peu près la date, mais je dirais quelque part entre 2006-2007. Ouais. À cette époque-là, j'étais acheteur dans l'industrie. Je passais mon temps, une grosse partie de mon temps, dans des avions, dans des hôtels, dans des trains, parce que je faisais de la négociation de contrats d'achat fournisseurs en Europe et aux États-Unis. Donc, tu sais, j'étais du genre à courir dans les aéroports avec mon attaché case derrière moi. Et un jour, à l'aéroport d'Amsterdam, j'ai eu 5 minutes entre 2 avions. Et je suis passée via, une fois, j'ai besoin d'un ouvrage là pour lire dans l'avion. Et j'ai vu cet ouvrage-là qui s'appelle Les 7 habitudes des gens très efficaces. Je me dis, waouh, il est fait pour moi ce bouquin. Franchement, il va m'aider à optimiser mon temps. Ça va être super. Okay. Et en fait, cet ouvrage, il est sur beaucoup de choses, mais pas tellement optimiser son temps, pas tellement gérer son temps. Il est vraiment sur, notamment, comment gérer ses priorités, comment identifier ses priorités et comment mettre ses priorités au cœur de sa vie. Et c'est vrai que quand tu m'as sollicité pour le podcast, c'est vraiment cet ouvrage-là qui m'a aidé parce qu'il y a une phrase notamment qui est « remettre les priorités en priorité ». Okay. Et c'est vraiment un point qui est venu, moi, me cogner à la porte très, très souvent pour faire des choix. Ok, le destin a bien fait les choses, quoi. T'es tombé sur ce livre-là et moi j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast. J'aime bien aussi repartir un petit peu du début, donc t'as déjà entamé un peu les hostilités, donc parler un peu de tes expériences passées. Donc au début t'étais acheteuse. Oui. C'est ça, donc t'as parcouru un peu le monde. Alors j'ai beaucoup bossé en Europe et Amérique du Nord. Mon parcours initial, c'est un parcours assez classique. Ouais. Bonne élève à l'école, prépa, subdeco. Okay. Bon voilà, t'as fait subdeco, maintenant tu vas prendre un poste de cadre dans l'industrie. Okay. Tu iras dans des aéroports, tu feras de la négociation de contrats d'achat avec des grosses entreprises et ce sera cool. Ok, et trouver un poste là-dedans, c'est facile, t'as trouvé comme tu voulais, c'était pas une complexité. On parle d'une époque qui est un peu différente de maintenant. Ouais. On est là en 2004. Ouais, c'est il y a 20 ans, ouais. Donc le contexte du marché de l'emploi était un peu différent à l'époque. Moi, en l'occurrence, non, j'ai pas eu de difficulté à trouver. Ok. Et concrètement, en fait, le métier d'acheteur, c'est quoi ? Alors, le métier d'acheteur, c'est être l'interface globalement entre une entreprise et tous ses fournisseurs. Et en fait, on est là vraiment pour s'assurer que les besoins de l'entreprise sont définis le plus clairement possible avec les équipes de recherche et développement, les équipes de qualité, les équipes de production, sur les aspects techniques et aussi financiers. Et on est là pour apporter ça aux fournisseurs, mettre ça en accord avec les fournisseurs et s'assurer que les deux fonctionnent correctement ensemble. Et je suis arrivée là-dedans parce que j'adorais être cette interface, en fait. Ça permet de voir une diversité de fournisseurs qui est hyper intéressante. Ça permet de bosser en transversal à l'intérieur des entreprises. Ça permet de voyager. Ça permet de voyager aussi, ouais. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à ce métier-là. Ok. Et puis pendant cette expérience-là, donc tu rencontres ton conjoint de l'époque, qui lui travaille dans le bâtiment. Ouais. Et toi tu vas en parallèle de ton boulot commencer à l'aider puisqu'il va se mettre à son compte. Ouais. Tu peux nous raconter un peu cette période ? En fait, on a démarré, moi je dis toujours pour l'anecdote qu'on a démarré la boîte à 1,5 dans le salon, ce qui est littéralement le cas. Lui, c'était un très bon sachant technique.
technique, un très bon sachant commercial, un peu moins un gestionnaire. Et moi, j'avais ce savoir-faire-là. Faire de la gestion, c'était dans mon quotidien et j'avais la base de formation pour ça. Okay. Donc, assez naturellement, j'ai commencé à l'aider et j'ai fait ça en parallèle pendant 4 ans, 5 ans, de gérer mon boulot d'acheteur, l'aider à développer la boîte. Évidemment, pas surtout dans un premier temps, parce que il y a que 24 heures dans une journée. Bah, c'est ça, t'as que deux bras. Et voilà, et donc j'ai fait ça pendant 3-4 ans, jusqu'à ce qu'un jour, je me pose la question de me dire, bah tiens, si on changeait. Et je suis sûre que tu vas me demander, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à changer du coup? Voilà, t'as anticipé les choses. Il y a plusieurs choses qui m'ont amené à changer. Quand je regardais mon parcours a posteriori, je me suis rendu compte que quand j'étais sur les bancs de l'école en sup de co, j'avais suivi des cours à l'entrepreneuriat. Okay. Et je m'étais dit, ah, c'est super, j'adorerais être à mon compte. Sauf que dans ma vision du monde, à l'époque, je n'étais ni boulanger, ni artisan, ni fleuriste, ni rien, et que je n'imaginais pas comment, avec le savoir-faire que j'avais à l'époque, je pouvais envisager de me mettre à mon compte. Donc c'était un super bon outil, un super bon appui, que lui, il ait ce savoir-faire technique pour faire ça. Donc je crois qu'il y avait effectivement ce point-là. Il y avait aussi le point que, à un moment donné, la boîte, si on voulait qu'elle se développe, il y avait besoin d'y investir du temps, de l'énergie, de la structure. Donc j'avais aussi cette envie-là. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que l'entreprise dans laquelle je travaillais en tant qu'acheteur, globalement, il y a eu un sujet de réorganisation auquel on m'a demandé de contribuer. J'étais pas alignée avec la stratégie. C'était le bon moment de partir, quoi. C'est ça. Ok. Il y a quand même une période où tu es donc à ces deux jobs en même temps. Niveau vie de famille, vous avez déjà des enfants à ce moment-là ou pas? On a fait les deux pendant cette période-là. Ah oui, nickel, ils s'en rajoutaient un peu de difficulté. Ouais, d'accord. Avec moins de 2 ans d'écart, d'histoire qu'on s'ennuie pas. Super. Donc effectivement, le moment où tu t'es mis à temps plein dans le bâtiment, c'était quand même un peu plus facile à gérer, quoi. C'est clair, ça correspondait aussi à une envie et un besoin de équilibrer différemment le temps de travail, la vie pro, la vie perso, et puis d'avoir la main sur le guidon de mon quotidien, quoi. Ouais, bien sûr, parce que de te remettre tous les soirs à bosser, parce que j'imagine que tu devais bosser le soir à 18h jusqu'à je ne sais quelle heure. Alors, enfin, 18h, c'était plutôt 20h30, 21h, voilà. Une fois que les enfants étaient couchés. Ouais, à l'époque, je grignotais aussi beaucoup. J'étais à 80%, le dites pas à mon employeur. Je grignotais aussi pas mal sur mon 80%, sur mes vacances. Enfin, voilà, dès qu'il y avait un espace-temps qui se libérait, je gérais les deux. Okay. On n'en a pas encore trop parlé de la vie de famille, mais bon, vu qu'on se connaît depuis assez longtemps, je connais un peu tes enfants qui ont certains troubles. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de troubles ils ont? Ouais. Alors, on a fait un grand melting pot de troubles de l'attention avec hyperactivité, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, dysorthographie, troubles de l'attention sans l'hyperactivité, troubles du spectre autistique. Je crois que je n'ai rien oublié. D'accord, ce qui fait déjà pas mal. Ce qui fait déjà pas mal. En fait, globalement, ça donne des enfants qui ont des besoins spécifiques en termes d'éducation, en termes d'apprentissage. Et en fait, ça donne aussi, ça j'aime à le dire, des enfants qui ont d'autres capacités, qui ont une autre façon de voir le monde, qui ont une autre façon, ils sont comme ça, mes enfants. D'accord. Et du coup, la boîte fonctionne plutôt très bien. Ouais. À ce moment-là, il y a combien d'employés dans la boîte quand tu commences à rentrer à temps plein? Quand j'ai commencé de mémoire, quand j'ai commencé à temps plein, on avait, je crois que c'est 2 salariés et un apprenti ou 2. D'accord. Et ça va vachement bien fonctionner parce que je crois qu'à un moment, vous étiez presque une vingtaine. Quand j'ai arrêté en 2020, on avait 25 personnes au total. Ouais, magnifique. Plus à peu près 5-6 sous-traitants qui tournaient autour fréquemment. Ok, donc belle success story. Et du coup, donc toi, tu continues à l'aide au développement, à la gestion administrative de la société, c'est ça? Oui, en fait, petit à petit, on a vraiment évolué... Ouais, voilà, comme ça. Comme ça. Par étapes, c'est-à-dire que lui, c'était le sachant technique. Moi, j'étais plutôt le sachant, ce qu'on appelle back-office, quoi. Donc, petit à petit, il m'a transféré les devis, les factures. Et puis, moi, je venais de l'industrie, je venais du système, je venais du process. C'était cartésien. Ouais, c'est ça. Et moi, mon objectif, c'était de dupliquer. Alors, en plus, on était dans un métier qui se prêtait énormément à ça. Donc, moi, je suis beaucoup intervenue sur la mise en place des process, dupliquer les méthodes dans l'objectif de pouvoir prendre plus de clients, prendre plus d'équipes et pouvoir dupliquer ce qui fonctionnait bien et ce que les clients demandaient. Donc, tu as vachement utilisé tes expériences passées pour les transmettre dans cette nouvelle activité. Ok, super. Donc là, à ce moment-là, ça roule.
Je veux dire, la boîte, elle roule. Je disais en intro, hein, c'était la maison, les vacances et tout. Alors, ça. À ce moment-là, ça roule. Ça roule, ça reste une vie d'entreprise. Ouais, tu vois, quand même des contraintes. avec des hauts, des bas, Ouais. des jours où tu te dis, ouais, c'est super, ça fonctionne super bien. Des jours où il y a des doutes sur la prise de décision, des jours où il y a des doutes sur plein de choses. Enfin, voilà, une vie d'entreprise, quoi. La gestion de l'humain. Ouais, c'est ça. Des jours où moi, j'avais des doutes sur est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'y suis pas. Une vie d'entreprise, quoi. Ouais. Bah non, mais surtout quand t'as plus d'une vingtaine, la gestion de l'humain, elle est compliquée en général. C'est presque plus ça qui est la difficulté, non? Ouais, en même temps, moi, je crois que c'est une des parties que j'ai vraiment le plus aimé. Ah, cool. Donc recrutement, tout ça. Ouais. Moi, c'est vraiment une des parties que j'ai le plus aimé. Moi, ce que j'aimais dans cette dynamique-là, c'était vraiment la dimension de monter une équipe, avoir des gens, former des gens. Ça fait vraiment partie des choses que j'ai le plus kiffé. Toute la partie RH, principalement. Que tu faisais un petit peu avant ou pas du tout? Alors, j'avais pas de management direct dans ce que je faisais avant. J'avais beaucoup de management à direct parce que je faisais de la gestion de projet, mais pas de la même façon, en fait. J'avais les bases. Et puis, alors là où ça va faire le lien avec ce que je fais maintenant, je me suis beaucoup replongée dans pas mal d'ouvrages. Je me suis beaucoup replongée dans le sujet, les outils de management et tout ça. Voilà. Donc, tu t'auto-formais? On continue quand même dans la gestion de l'humain, etc. En fait, j'avais l'impression, comme pour d'autres choses, j'avais une base que j'avais appris pendant mon parcours initial, que j'avais un peu pratiqué pendant mon parcours d'acheteur. Et puis, au besoin, quand j'avais un point de difficulté, un questionnement, j'allais chercher de l'info. Voilà. Mais à proprement dit, t'as pas fait de formation spéciale à cette période-là, non. À cette période-là. Donc là, tu nous as dressé un beau tableau malgré tout de la situation. C'est une entreprise qui fonctionne plutôt bien, mais pourtant, il y a quand même des petits couacs. Il y a des choses qui vont commencer à moins bien aller. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces petits problèmes? En fait, ça sédimente. Une accumulation de petites choses. C'est ça. En fait, à un moment donné, moi, j'étais plus forcément d'accord avec le rythme de vie qui était emmené par le développement de l'entreprise. J'étais plus forcément d'accord avec la place qui m'était donnée dans l'entreprise. J'étais plus forcément d'accord avec la façon dont on travaillait avec certains collaborateurs. Il y avait plein de petites choses comme ça qui faisaient que j'étais plus d'accord. Et tu réfléchis. Et tu penses que le fait de travailler avec ton conjoint, c'est ce qui peut potentiellement créer ce problème de communication? C'est-à-dire que si tu n'avais pas bossé avec ton conjoint, est-ce que ces signaux que tu as lancés auraient été peut-être un peu plus écoutés? Alors, je sais pas s'ils auraient été plus ou moins écoutés. C'est évident que dans un contexte comme celui-là, quand il y a une telle imbrication entre la vie perso et la vie pro, que forcément, il y a de l'écho entre les deux. Ouais. Je suis incapable de dire si ça aurait été différent dans un autre contexte. Ça aurait été différent, en fait. Et du coup, tu décides à un moment d'arrêter cette expérience-là, en tout cas professionnelle, et puis après, ça va même un peu plus loin. Il y a un déclencheur particulier ou c'est vraiment une accumulation de choses? Alors, je pense que 2 ans, 3 ans avant d'arrêter, je voyais bien que ça venait fréquemment cogner à la porte de est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est bien le bon endroit pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre? Ah, donc il y a eu une accumulation, parce que 3 ans avant déjà, t'en avais déjà parlé 3 ans avant. Oui, enfin je n'imaginais pas tout poser, la vie pro, la vie perso, pour me dire ok, on fait un gros reset et je redémarre, quoi. D'accord. Donc j'ai pris j'ai envie de dire, j'ai pris le temps de la réflexion, oui et non, parce que je crois qu'il y a aussi quelque chose de très émotionnel là-dedans, où il y a des jours où tu te dis ça va aller, il y a des jours où tu te dis ça va pas aller. Le déclencheur spécifique, c'est vraiment à un moment donné, je n'étais plus bien dans mes baskets. Okay. À un moment donné, je me souviens que j'ai eu 2-3 épisodes où j'étais comme ça, sur les dents, constamment. J'étais prête à bouffer le nez de la terre entière, alors que ça ne me correspond pas. Je ne suis pas comme ça. Et à un moment donné, il était nécessaire que je prenne une décision. Ouais. Donc, tu prends la décision de partir. Et donc, cette décision, elle est forte parce que, du coup, tu romps avec ton conjoint, tu pars de la société, donc tu perds plus ou moins ton logement. Oui. Tu perds ton logement. Oui. Tu perds ton conjoint, ton travail. Oui. Donc, ton salaire. Oui. Financièrement, là, c'est... déjà, c'est la cata. Et puis, il y a le côté aussi psychologique. Chaud aussi. Ouais. Comment est-ce que tu passes est-ce que tu prévois les choses? Comment? Non, tu le fais parce qu'il faut le faire. Je le fais, alors oui, parce qu'à un moment donné, la coupe est pleine. Moi, j'avais besoin que ça change. J'avais déjà suffisamment tergiversé avec moi-même. Ouais. Et à un moment donné, la situation, elle est là. Okay. Et j'ai décidé d'avancer. D'accord. Alors, pas dans la facilité, hein. Je serais mentir que de dire que, oh non, franchement, j'ai surfé sur la vague, ça a été hyper tranquille. C'est vraiment pas le cas, quoi. Ouais. C'était juste un ouragan. Ouais. Et en même temps, a posteriori, un ouragan tellement salutaire, quoi.
Il y a le côté très carré de se dire, tu pars pour potentiellement un autre emploi. Est-ce que déjà tu avais une idée d'emploi que tu voulais faire par la suite, de formation, ou tu pars vraiment sans rien Non. En fait, alors au tout début, moi quand je suis partie, je me dis bon, hop, ça va tout embarquer. Au tout début, lui m'a dit, on tente que tu restes. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était pas réaliste. Donc j'irai dans un premier temps, c'était mon seul plan. D'accord. Ah oui, donc il y a une séparation de couple, mais tu restes professionnel. Ouais. Et puis de toute façon, en fait, je n'avais plus envie de continuer. Enfin voilà, je veux dire, moi j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de retrouver ma liberté professionnelle, j'avais envie de retrouver ma liberté de décision. Par contre, la liberté de décision pour aller vers quoi, effectivement, j'en avais pas la moindre idée. D'accord. Ok. D'accord. Combien de temps il se passe? Parce que donc après, on l'a dit en intro, tu vas te former au coaching. Ouais. Combien de temps se passe-t-il entre le moment où tu quittes cette société-là et où tu prends la décision de Il s'est passé à peu près 6 mois. 6 mois, d'accord. En fait, moi, j'ai eu la bonne idée de partir juste avant le Covid. Ah. Donc, j'ai eu toute la période du Covid pour remettre les choses en place, prendre le temps de la réflexion, et j'ai vraiment commencé à me poser la question à la rentrée de septembre. D'accord. Le Covid, ça revient dans tous les podcasts. Ouais, c'est vrai, dans mon quotidien, je croise fréquemment des gens qui me disent j'ai changé après le Covid. Ah bah non, moi j'ai changé avant. Ok. Bon, à ce moment-là, financièrement, du coup, comment ça se passe? T'as des aides enfin, tu touches Pôle emploi ou Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un contrat de salarié sur une entreprise. Okay. Alors, la chance, et j'ai envie de dire, ça a aussi été un inconvénient à certains égards, mais l'avantage, c'est au moins que j'ai eu les droits au chômage. D'accord. Donc, je me suis laissée jusqu'à la rentrée de septembre pour laisser retomber la poussière et mettre les choses en place. Okay. À la rentrée de septembre, j'ai eu, je crois, 1 ou 2 rendez-vous en visio avec, pour le coup, une très très bonne conseillère Pôle emploi. Je dis pour le coup parce que j'entends souvent des gens qui les décrient et je suis pas forcément d'accord avec ça. Détrompe-toi parce que sur tous les podcasts qu'on a tournés, à chaque fois, on me dit ça. Ah bah à chaque fois, on me dit qu'il y a des très bons. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de très chouette qui m'a filé vraiment 2-3 exercices de réflexion et qui m'a aussi fait beaucoup de renforcements positifs en me disant vous avez une très belle expérience derrière vous, Madame Meunier. Vous devriez la mettre en valeur. Vraiment, je vous encourage à en faire quelque chose. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Et donc j'ai fait ces 2 rendez-vous-là j'ai fait un rendez-vous de recrutement. C'est-à-dire? J'ai postulé pour un job assez connexe à ce qu'on faisait. Et en fait, j'ai passé 1h30 à questionner la personne sur comment elle gérait sa boîte, comment elle développait son marché. Ouais, c'était lui qui passait un entretien. Ouais, en fait. et ils m'ont rappelé le lendemain en me disant bon, allez, on vous embauche, machin, nana. Ouais, mais je crois que ça va pas faire. Non. Et donc, ça m'a vraiment permis de pointer du doigt que j'avais envie de continuer à gérer ma propre activité, d'être autonome, et que j'avais aussi envie, et ça, c'est quelque chose que j'assumais pas forcément au début, de prendre ce risque-là. Ok. Ouais, t'avais besoin de prendre un risque. Ouais. De te challenger. C'est ça. Okay. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, je me dis, bon, allez, hop, ce que j'ai fait dans la boîte d'avant, je vais le faire, mais maintenant sous forme de conseil pour d'autres. Et donc, j'ai fait ça pendant un trimestre à peu près, un peu plus. Ok, l'idée, c'est quoi, la gestion administrative? Ouais, alors je faisais... J'avais fait une espèce de mélange de tout ce que je savais faire, de la gestion administrative, de l'audit, du management, voilà. Un des points que j'ai appris de mon expérience précédente, c'est essaye, teste, vois si ça marche, vois si ça passe. Et ça, développer le culot, c'est vraiment un point que j'ai appris. Donc j'ai fait 3-6 mois comme ça, et en fait, très rapidement, j'ai vu que j'étais pas à l'aise avec la posture de consultant. Okay. Parce que dans la posture de consultant, il y a vraiment cette dimension de je viens, je pose un regard sur la situation et j'ai beaucoup de respect pour ce que font les consultants. Attention. Ouais. Et je fais des recommandations. Je dis il faut faire ça, vous devriez faire ça. Et en fait, j'étais pas à l'aise avec cette dimension-là. Parce que moi, ce que j'aimais, c'était écouter mes clients. Okay. J'aimais les amener à avoir un autre regard sur leur situation. Et très rapidement, on m'a dit, mais en fait, toi, t'es pas consultante, t'es coach. Et je connaissais pas du tout le métier du coaching. On m'a aussi fait des feedbacks en me disant, mais tu donnes beaucoup de conseils, mais c'est différent d'un consultant. Regarde aussi du côté de la formation. Ok. En fait, tu t'étais juste trompé d'intitulé de poste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier du coaching et de la formation. C'est comme ça que j'ai fait le choix de me faire former. Parce que je dis toujours, j'avais pas envie de jouer à l'apprenti sorcier avec ces outils-là. Mais juste, je te coupe, pardon, mais le consulting, au final, t'avais pas forcément fait de formation pour ça, donc du coup, tu parles d'apprenti sorcier. Alors, tu t'appuyais sur tes expériences passées, mais du coup, t'avais pas vraiment, t'étais pourtant quand même légitime par rapport aux entreprises, aux clients que t'avais. Ah oui, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, les retours que j'en ai eus étaient super positifs. J'ai relativement rapidement eu plusieurs clients. D'accord. Ok. Mais bon, donc tu t'es vite tourné quand même vers le coaching au bout de 6 mois. Ouais. Et donc, tu t'es formé avec une boîte qui s'appelle Coaching Ways, c'est ça? C'est un métier qui n'est pas
officielle en tant que telle, c'est-à-dire que dans l'absolu, n'importe qui peut prendre la casquette de coach et se dire coach. Il n'y a pas besoin de certification spécifique. Pour être coach professionnel, si, mais demain tu peux te dire coach en jardinage et personne va te demander pourquoi tu portes ce titre-là en fait. Alors que quand tu portes le titre de coach professionnel, ça veut dire que tu as fait une certification, que tu as un diplôme qui vient appuyer tes compétences. Et donc moi j'avais cette envie-là d'avoir des outils vraiment pour me permettre d'accompagner mes clients. J'avais aussi envie de donner du corps à ma nouvelle posture professionnelle. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça et je suis arrivée chez Coaching Ways assez simplement parce que c'était dans mon budget. La formation, elle était le week-end à Lyon et en plus ça tombait sur les week-ends où j'avais pas mes enfants. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Cette formation, tu l'as trouvée, on a parlé de France Travail juste avant, c'était via France Travail ou pas du tout? Non, par contre, à partir de là, en fait, j'ai eu vraiment 2-3 rendez-vous au début avec France Travail. À partir du moment où j'ai dit je m'immatricule, je relance une activité, globalement, je les ai plus vus, quoi. T'as parlé juste avant de financement. T'as eu des financements pour cette formation? J'ai eu, je crois que c'est à peu près un tiers en CPF et le reste, je l'ai financé sur fonds propres. Sans indiscrétion, la formation t'a coûté combien? Je crois que c'était 9000 balles, un truc dans d'accord, donc t'as payé de ta poche. Je bêtise, mais je crois que c'était ça, ouais. D'accord, de ta poche 6 000 € quand même. Ouais, donc c'est un bel investissement, quoi. Ouais. Ok, mais tu le regrettes pas aujourd'hui? Non. Combien de temps elle dure, cette formation? Alors, le parcours en tant que tel dure 6 mois. Derrière, il y a la dépose, il y a des oraux, il y a des mémoires et on a le retour complet au bout de 9 mois. D'accord. Donc, pour l'instant, tu fais la semaine, tu fais ton travail de consultant, mais qui se transforme en coaching, et le week-end, tu bosses sur ta formation. Oui. D'accord, ça fait des semaines bien chargées. Alors, mes temps de semaine n'étaient pas complètement occupés par ma clientèle. Donc, j'avais le temps sur mes 5 jours de semaine de aussi continuer ma formation. Pour avancer, par contre, j'avais besoin de faire des factures, j'avais besoin de me nourrir, j'avais besoin de nourrir mes enfants. Bien sûr. Donc, autant te dire que assez rapidement, je me suis emparée de quelques outils et je peux le dire. Désolé les gens de chez Coaching Ways s'ils regardent. Oui, j'ai commencé à vendre du coaching avant d'avoir ma certification. Non, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu étais déjà bien en place et c'est une formation distancielle ou c'est présentiel? Non, présentiel. Moi, je voulais du présentiel. Donc, c'est-à-dire que le week-end, tu allais... Oui, on commençait le vendredi midi jusqu'à 21h. On faisait samedi, dimanche, journée complète. On finissait le dimanche soir à 18h et le lundi matin, je recommence. Waouh, mais la formation, elle est ouverte le week-end? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des profs? Ils ont plusieurs cycles qui sont disponibles. Il y en a qui se jouent en semaine, il y en a qui se jouent en week-end. Mais c'est super bien, c'est hyper adapté. Ouais. Ok, génial. Généralement, ce sont des profils de coach formateurs. Ok, super. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette école-là, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai alignement entre les pratiques qu'ils forment et ce qu'ils mettent en œuvre. Ok, super. C'est-à-dire que le parcours, globalement, est à l'image des pratiques qu'ils mettent en œuvre. Et en fait, c'est apprenant, je dirais, parce qu'il y a du descendant, et c'est apprenant aussi parce qu'on vit les outils, en fait. Un des outils que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilisais déjà, c'est que, alors ça va beaucoup faire le fil rouge aussi dans mon parcours, j'avais fait de l'audit dans mon expérience d'acheteur. Je faisais de l'audit interne et de l'audit fournisseur. Et en fait, j'avais été formée à poser des questions naïves pour découvrir. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le rôle de coach, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai exploité très vite. Le retour sur les bancs de l'école, pas trop difficile? Ah, super. Ah, t'as aimé? Ouais, franchement. Ouais. Enfin, alors ça, pour le coup, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Ouais. Et j'ai adoré ça. Et demain, j'ai l'opportunité d'y retourner. J'y retourne. Même le week-end. Moi, je fais partie. Moi, aujourd'hui, on me dit, viens, tu refais une prépa, tu refais une sub de co, tu reprends un an de cours. J'y vais avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté? Parce que là, tu te formes, ça prend du temps, finalement, 9 mois de formation. Est-ce que ça a toujours été aussi rose que tu le décris ou non? Bah non. Sinon, ce serait pas. Enfin, non, non, je n'ai jamais douté. Franchement, j'étais tous les jours hyper sereine. Non, je suis passée par des phases hyper down, en me disant, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver. Mon Dieu, mais j'aurais mieux fait de reprendre un job de salarié. Mon Dieu, mais je me forme à des trucs. Est-ce que vraiment un jour quelqu'un va me les acheter? Enfin. Évidemment que j'ai eu des doutes, j'ai eu des phases. Je me souviens d'un jour où j'ai dit à ma mère, de toute façon, je vais finir sous un pont et on va vivre dans des cartons. Voilà. Mais c'est pas le cas, donc tout va bien, tout va bien. Voilà, mais ça, enfin, je crois que ça fait vraiment aussi partie du process, en fait. Ouais. Ça a été nécessaire, à un moment donné, me confronter à mes peurs, me confronter à mes doutes, par contre, d'en faire quelque chose. Ok.
Dans tes formations, tu as fait donc Coaching Ways, mais tu as aussi fait donc celle de l'école de leadership. Comment tu l'as découvert, cette formation On a été mis en contact avec Delphine par personne interposée et c'est comme ça que je l'ai découvert en fait. On s'est rencontrés autour d'un café, elle m'a expliqué qu'elle démarrait ce programme-là, ce qu'elle mettait dedans, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu m'as expliqué dans la préparation de l'émission que tu étais la première apprenante de sa première formation. C'est ça? Ouais. J'ai fait cette formation-là parce que, alors, j'ai accroché sur le parcours. Et puis, moi, j'avais besoin de retravailler mon identité professionnelle. Parce que autant aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à expliquer qui je suis, mon parcours, autant à l'époque, j'avais l'impression qu'à partir du moment où j'allais expliquer aux gens, avant j'avais une entreprise dans le bâtiment et puis j'ai arrêté, je me dis mais en fait les gens ils vont juste se dire cette femme-là elle a planté sa life quoi. Elle est pas à sa place. Et j'avais vraiment besoin de me réapproprier mes choix, enfin voilà, j'avais besoin de retravailler tout ça. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce parcours de formation là et ça m'a tellement plu que aujourd'hui je travaille avec la fondatrice de l'école du leadership qui s'appelle Delphine Follier. On anime 2 sessions par an de formation en leadership dédiées aux femmes. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la formation. Aujourd'hui, vous êtes associés du coup? Alors, on n'est pas associés dans la structure, on aime à dire qu'on est associés de fait. D'accord. Parce qu'on anime tout ensemble. Ma voiture est logotée à l'enseigne de l'école du leadership. Enfin, voilà. D'accord. C'est une formation qui s'appelle Les Talentueuses, qui se fait en groupe de femmes et uniquement en groupe de femmes. Pourquoi ce choix-là? À l'époque, je saurais pas te dire pourquoi j'ai fait ce choix-là. En fait, le sujet m'a parlé, ça m'a capté, je me dis allez hop, go, j'y vais. A posteriori, pour faire vivre le programme maintenant, ce que je sais, c'est qu'en fait, d'être en sororité, c'est extrêmement apprenant parce que chacune vient avec son contexte professionnel, ses enjeux, ses freins, ses forces, et en fait, ça fait écho les unes les autres. Et du coup, il y a vraiment un phénomène de caisse de résonance qui est plus important que de faire un travail individuel. Et pour faire le comparatif, moi, j'ai certaines femmes que j'accompagne en coaching individuel sur des enjeux assez proches de ce qu'on peut travailler dans les talentueuses. Elles avancent, je vois bien qu'elles avancent différemment, et j'ai envie de dire moins vite, moins loin que quand on est en collectif. Et du coup, cette formation que tu as faite, donc la première, tu avais été en partie financée par ton CPF. Celle-là, je l'ai payée sur fonds propres. D'accord, sur fonds propres. Ça coûte cher? 2600 € pour les particuliers. D'accord. C'est une formation qui est longue? C'est une formation qui dure 3 mois. Ah, super. À raison de 4 journées complètes de formation en collectif, 4 rendez-vous individuels, des cahiers de vacances qu'on appelle des workbooks et une mise à disposition permanente de Delphine et moi pour répondre aux enjeux du moment. Super. Donc on est constamment joignable pour nos clientes. D'accord. Il y a combien de personnes par promotion? Généralement, on est sur une dizaine. Au plus bas, on va descendre à 4 personnes et on va monter au maximum à 10-12. Ça veut dire que tu parlais de 2 sessions par an. Ça veut dire que potentiellement, tu as 20 personnes dans l'année qui peuvent t'appeler pour te poser des questions. C'est bien, c'est un beau suivi. Et puis on les garde derrière. Même sur le long terme, t'en as qui sont là depuis longtemps? Oui. En fait, après, on fait de la supervision annuelle. Donc, on fait 4 rendez-vous dans l'année. Et notre objectif, c'est pas notre objectif, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a monté une communauté de femmes. Là, dans 15 jours, on fait la grande journée des talentueuses. Donc, on propose à toutes les participantes de la formation de se rejoindre sur une journée, d'apprendre à se connaître. On fait aussi un peu de boulot. Voilà, l'objectif, c'est pas juste de former, en fait. C'est aussi vraiment de renforcer la sororité entre nos participantes et de continuer, de trouver des modalités pour les aider à continuer à cheminer dans le temps, en fait. Du coup, cette reconversion, globalement, t'as l'impression d'avoir subi ou pas? Est-ce que c'est dans le sens où s'il n'y avait pas eu ce fait, toute cette accumulation dans ton expérience précédente, en fait, ça se trouve que tu serais jamais arrivé à être coach? En fait, j'ai rien subi. Tous les choix que j'ai faits dans ma vie, c'est moi qui les ai faits. Ils m'ont été bénéfiques à certains moments. Ils m'ont été moins bénéfiques à d'autres moments. Mais pour moi, la notion de responsabilité, elle est hyper importante. Donc, non, j'ai pas subi. D'accord. Donc, j'imagine que tu as eu ton diplôme, tu as eu ta certification de coach professionnel. Concrètement, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que là, si moi je suis pro, j'ai une société, j'ai besoin de coaching, qu'est-ce que tu peux m'apporter? En fait, c'est quoi exactement ton quotidien, quoi? Alors c'est intéressant parce que c'est une question que j'entends fréquemment. En fait, un coach, ça apporte de la réflexion et de la clarté dans la prise de décision et ça permet de
bien souvent créer des solutions qu'on n'avait pas imaginées avant. Ouais. Une fois que tu as dit ça, concrètement, sur quoi tu bosses, Aline? Moi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel sur des gérants d'entreprise qui sont soit dans des questionnements de où est-ce que je veux emmener l'entreprise, quelle est ma stratégie. J'en ai aussi beaucoup sur des sujets de comment je collabore avec mes collaborateurs, comment je communique, comment je recadre, comment je motive. J'ai quelques managers sur des sujets d'évolution. J'étais collaborateur avec tous mes collègues dans une équipe de 10 et puis je suis promue responsable d'équipe. Comment est-ce que je fais pour travailler ma posture? Ouais, je comprends. Je fais beaucoup ça. Je fais un peu de sujets de reconversion professionnelle. D'accord, ok. En fait, tu t'appuies quand même vachement sur ce que tu as vécu dans tes expériences précédentes. En tout cas, là, dans le bâtiment, c'est quand même pas mal là-dessus. Hein. Ouais, je m'y appuie dans le sens où ça me donne l'avantage souvent de connaître le contexte de mes clients. C'est-à-dire que les enjeux de l'entrepreneuriat, les enjeux de gérer une boîte, je les connais. Ouais. Les up and down que je décrivais tout à l'heure, je les connais. Okay. Par contre, ce qui est hyper important, et pour moi, c'est ce qui fait notamment la différence entre une posture de consultant et une posture de coach, c'est que mes solutions ne sont pas les solutions de mes clients. Et que moi, mon job, c'est pas de dire à mes clients, quand j'étais dans tes chaussures, voilà ce que moi j'aurais fait. C'est vraiment de les amener à réfléchir, sur qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est quoi les solutions qu'ils n'ont pas envisagé de mettre en place, ce genre de choses. Ça t'amène aujourd'hui quand même à avoir 3 casquettes. Oui. Formatrice, coach individuel. Et collectif. Et tu es aussi directrice consultante au BNI du Rhône. Oui. Quand j'ai redémarré cette nouvelle activité, j'ai un ancien fournisseur qui un jour m'a dit, pendant le Covid, « Mais qu'est-ce que tu deviens, Aline ?» Donc je lui explique la situation. Il dit « Mais avec ce que tu vas faire là, c'était en train de germer, il faut que tu ailles voir BNI. » Je connaissais pas. Et donc, très rapidement, une fois que j'ai été à peu près stabilisée, je me suis inscrite dans un groupe BNI. Un groupe BNI, c'est un système de recommandation d'affaires et on aide les entreprises à développer leur business. Et je me suis pas mal éclatée quand même là-dedans et je m'y éclate toujours. Ouais. Et donc, au bout de... il y a 2 ans, je suis devenue directrice consultante. D'accord, oui, donc ça a eu une belle évolution, quoi. Tu n'es pas simple adhérente, mais tu as vraiment pris parti, tu t'es engagée vraiment dans le BNI. Et BNI du Rhône, hein, BNI du Rhône, Et en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est plein de choses. D'une, c'est un vrai outil pour aider les entreprises à développer leur business et c'est vraiment quelque chose d'épanouissant pour moi de me dire que je contribue à ma façon, à tous les jours, à aider des entreprises à développer leurs activités. C'est hyper utile parce que ça me permet de pratiquer les outils que je préconise à mes clients. Parce que j'anime des groupes de plusieurs dizaines de personnes et que il y a des besoins de actionner son leadership, il y a des besoins de actionner son management, il y a des besoins aussi de trouver des stratégies pour convaincre, pour réarbitrer les personnes entre elles. Enfin voilà, donc ça me permet aussi de pratiquer. Et ça t'a permis aussi de trouver du business, j'imagine. Ouais, ça m'a permis. Tu recommandes et t'es recommandé. Ouais, et puis c'est un vrai contrat, hein, donc moi je touche, ça me génère du chiffre d'affaires de façon directe et indirecte. Voilà. Qu'est-ce que t'aimes aujourd'hui dans ton quotidien? Alors spontanément, j'ai envie de répondre tout. Ouais. Ce que j'aime dans mon quotidien, c'est je fais ce que je veux quand je veux, avec les avantages et les limites que ça a. J'assume ce qui marche, j'assume ce qui marche pas. J'assume les jours qui font kiffer, les jours qui font moins kiffer. J'aime ça, j'aime mon autonomie et ma liberté. La gestion de l'emploi du temps, ça revient très souvent. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu gères ton emploi du temps. Et puis vraiment, la prise de décision. Tiens, je décide de cultiver cette offre-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Donc j'aime ça. J'aime l'impact hyper positif que j'ai sur mes clients. J'aime le réseau que j'ai autour de moi. Voilà. Bon, je reviens un peu à ce que tu as vécu avant, où tu avais une double casquette avant de commencer dans le bâtiment, donc tu faisais 2 boulots. Là, tu as 3 activités. Comment tu fais au quotidien? Parce que il faut pouvoir les gérer finalement, ces 3 activités. Oui, alors... Tu as des jours, genre, tu as un jour particulier pour la formation, un jour pour le coaching, ou tu fais Tetris avec ton emploi du temps? C'est ça, je joue plutôt à Tetris. En fait, pour moi, c'est pas 3 activités, c'est 3 offres un peu différentes. C'est complémentaire. C'est ça, enfin, il y a un vrai fil rouge entre tout ça. Donc oui, par contre, avec mon agenda, je joue à Tetris. J'ai un agenda qui est millimétré sur 3-4 mois à l'avance et j'ai des îlots de temps que je réserve pour me dire, là, je vais bosser ça, là, je vais bosser ça, là, je vais bosser ça. D'accord. Professionnellement, est-ce que tu estimes que tu t'es trouvé? Est-ce que tu es à ta place plus maintenant que tu l'étais avant? J'estime pas que j'étais pas à ma place avant. Pour moi, tout ça, c'est une évolution.
Et là où j'étais avant, c'était bon pour certaines raisons. Là où je suis aujourd'hui, c'est bon pour certaines raisons. Peut-être que demain, je serai encore ailleurs. D'accord. Parce que à ce moment-là, ce sera ça qui sera bon pour d'autres raisons, en fait. T'exclus pas d'autres évolutions à l'avenir? Non. Cool. Et ce sera peut-être des évolutions dans la même travée, ce sera peut-être des évolutions dans autre chose, j'en sais rien. Ouais, Aujourd'hui, je suis là, c'est cool, ça le fait. Okay. Et peut-être qu'autre chose, demain, ce sera autre chose. Est-ce qu'il y a des passerelles qui se font entre tes enfants et tes clients, dans le sens où est-ce que ce que tu apprends avec tes enfants, tu peux le retransposer à tes clients, ou est-ce que ce que tu as appris dans le coaching avec tes clients, c'est des choses que tu peux attribuer à tes enfants? En fait, je vais faire marche arrière. Ouais, vas-y. Les troubles de mes enfants, on a commencé à mettre le doigt dessus quand j'ai pris la décision de partir. Ça m'a aidé à prendre une décision parce que en conscience, j'avais envie d'avoir un certain mode d'éducation pour mes enfants, d'avoir du temps pour prendre ça en charge. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles, à un moment donné, j'ai aussi fait ce choix-là. Hop, j'ai fait marche arrière. Très bien. Maintenant, pour répondre à ta question, quel lien je fais entre les deux? Dans le profil de mes enfants, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de confrontant, mais vraiment dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que, je crois, comme beaucoup de gens, j'ai eu des enfants, je me dis ils vont aller à l'école, ça va plus ou moins bien se passer, voilà. Et puis un jour, t'ouvres la boîte et puis les enfants, ils sont légèrement différents du classique, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop ce terme-là. Et donc nécessairement, y a besoin de réadapter la parentalité, il y a besoin de réadapter ma carte du monde, de comment ça s'élève un enfant, de comment ça grandit un être humain, voilà. Donc là où je dirais, moi, ça fait le pont avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que ça m'a vraiment amené de l'ouverture d'esprit et de la curiosité pour le fonctionnement des autres. D'accord. Et là où ça fait d'autres ponts, c'est moi j'ai été accompagnée en hôpital psychiatrique de jour en tant que parent pour pouvoir développer ma parentalité, pour pouvoir avoir des outils de compréhension et d'éducation de mes enfants. Donc tu as été formée entre guillemets, à avoir des enfants avec des troubles. C'est ça. Et aujourd'hui, l'année dernière, j'ai fait le calcul, j'avais 70% de mes clients qui étaient porteurs d'un TND. Donc TND, c'est quoi un trouble du neurodéveloppement, donc de la dyslexie, du TDAH, du haut potentiel intellectuel, enfin. Mais comment tu détermines ces troubles-là? Alors il y a tout un en faisant tes coachings, tu découvres. Les gens le disent en fait. Ah, les gens te le disent. Ouais, ok. C'est ça. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai mis, que j'ai cotés, c'est pas moi qui ai fait la supposition, c'est mes clients qui m'ont dit, moi j'ai un TDAH, j'ai une dyslexie, j'ai un HPI, j'ai ceci, j'ai cela. Okay. Ah, donc c'est plutôt bien. C'est-à-dire que c'est les clients qui sont conscients qu'ils ont un trouble, mais quand même qui viennent te consulter pour. Oui, alors après, je dirais les deux marchent pas ensemble. C'est juste que moi, quand je rencontre mes clients, ils m'expliquent leur contexte. Et dans leur contexte, il y a cet élément-là. Après, moi, j'ai eu plusieurs clients avec des HPI et des TDAH qui sont des troubles assez proches. Ça donne des profils qui réfléchissent généralement en arborescence, qui sautent du coq à l'âne dans une idée à l'autre. Oui, je suis convaincue que d'avoir ça à la maison, ça m'aide énormément parce que je vois où ils vont, quoi. Oui, ou alors je ne vois pas, mais je le sais. En fait. Tu as compris que, ouais, bien sûr, ok. Tu penses que ça t'a rendu plus à l'écoute, le fait d'être formé au coaching, etc., par rapport à tes enfants? Ouais, ça t'a aidé, tu penses, ton quotidien? Plus adaptable, plus patiente? Alors, plus patiente, pas forcément. Pas le choix. Ce serait mentir que de dire que je m'en sors avec patience tous les jours. Enfin, franchement, je veux dire, il y a des jours où je me prends les pieds dans le tapis et en fait, c'est ok, c'est comme ça, je fais de mon mieux et eux aussi. Là où ça m'a beaucoup équipée, c'est sur la gestion des émotions. Ça, clairement. Sur la reformulation. La reformulation, c'est-à-dire vraiment comment les aider à exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans le jeu JE. Okay. Dans les aider à avoir conscience du fait qu'ils sont pilotes de leur navire et que quand bien même ils ont des difficultés de lecture, plein de choses, ils peuvent faire des choix. Pour les aider à avancer, quoi. Okay. Avec du recul sur tout ce que tu as vécu, t'es quand même tombé assez bas, en perdant quand même énormément de choses matérielles surtout, mais aussi psychologiquement. Et finalement, aujourd'hui, on voit que t'es quand même épanoui, t'as quand même un taf qui te plaît, tu gères les troubles de tes enfants, ça fonctionne. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Alors, ce qui m'a fait tenir, c'est cette idée que y a une issue. J'ai envie d'être heureuse.
Après, le comment j'arrive à ça, autant dire qu'il m'a fallu un moment pour trouver la piste. Hein. Ouais. Donc voilà, je dirais il y avait quand même cette idée de il y a une lumière au bout du tunnel et t'as de la ressource et voilà. Et ça, par contre, si sur t'as de la ressource, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir rapidement autour de moi, notamment mon compagnon, des gens qui m'ont dit t'es capable. Ouais. Et quand j'ai fait notamment ma formation en leadership, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. T'es capable. Moi, ce que j'ai vécu, c'est effectivement c'est ce phénomène de faire table rase, en sachant que c'était ce qui était bénéfique pour moi, ce dont j'avais besoin, et en même temps avec toute la phase de doute sur moi, sur le monde que ça a emmené. Tu parles de ton compagnon, du coup, il y a des rencontres aussi qui t'ont aidé à... Ah bah oui, clairement, oui, rebondir. clairement. Il y a eu donc mon compagnon qui m'a aidé parce que lui il m'a dit non mais franchement moi quand je t'ai rencontré t'avais l'air d'une nana trop badass, je pense que t'es une badass, tu vas y arriver. Je dis ok, donc il y a des gens qui peuvent voir ça, trop chouette. Ouais. Et Delphine Follier avec qui je collabore aujourd'hui, À l'école de leadership. c'est ça, qui notamment via le parcours de formation qu'on anime aujourd'hui et aussi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai réappris à faire confiance, avec qui j'ai réappris à nouer des liens professionnels autres que ce que j'avais connu. Et pareil, de la même façon, en fait, avec qui je lui dis, OK, en fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, t'as décidé que ça ne fonctionnait plus que plus rien ne marchera. Ouais. Oui, c'est ça. Tu peux rebondir, tu peux recréer les choses et ça peut remarcher dans l'avenir. C'est ça. Si là, aujourd'hui, tu avais un ou plusieurs conseils à donner à une personne qui se retrouve dans ta situation, quel conseil tu lui donnerais? De s'écouter. De s'écouter, ouais. Ouais. S'écouter, ouais, vraiment écouter ce qu'on ressent, écouter ses besoins, écouter ses envies, écouter ses peurs, écouter ses doutes. Alors écouter, ça veut pas toujours dire leur donner le haut-parleur, mais oui, voilà, être à l'écoute de ça, de soi, avoir conscience de soi. Alors ça, pour le coup, ça fait beaucoup lien avec ce que j'ai appris après, mais oui, clairement, avoir conscience de ce qu'on ressent, avoir conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, avoir conscience aussi de, des fois, certains schémas qu'on a mis en place qui sont pas bénéfiques. Moi, dans mon parcours, j'ai fait quelques mois de psychothérapie pour m'apprendre à démonter des schémas qui n'étaient pas les bons. Ouais. Bon, on en revient au sujet un peu de ce podcast. Hein. C'est un droit de se tromper, on a le droit de pas avoir fait les bonnes études ou pas avoir fait le bon job et d'avoir envie de changer. Donc, Pour moi, c'est pas une question de se tromper, en fait. Ouais. Moi, j'assume pleinement que les choix que j'ai faits avant, je les ai faits parce qu'ils étaient bons pour moi à ce moment-là, en fait. Sûr, ouais. Et je ne me suis pas trompée à ce moment-là. Je ne voudrais pas que les choses soient différentes. Par contre, à un moment donné, j'ai décidé de faire d'autres choix plus adaptés à moi. En fait, moi, dans mon parcours d'évolution professionnelle, et qu'est-ce qui fait que 5 ans après, je suis en capacité de dire je suis une femme épanouie et j'assume pleinement les choix que j'ai faits, c'est que, en fait, oui, j'ai l'impression d'avoir fait flipper, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs éléments qui m'ont aidé. J'ai eu mon compagnon qui m'a fait du feedback positif, qui a posé un autre regard sur ma carrière professionnelle. J'ai eu la personne de chez Pôle emploi qui a posé un autre regard sur ma carrière professionnelle. J'ai fait une psychothérapie qui m'a aidé à déconstruire certains schémas qui étaient nocifs pour moi. J'ai fait ma formation de coaching. T'as vraiment, tu t'es pas restée assise dans ton canapé à pleurer sur ton sort. Ah non. Et tu t'es fière de toi, du parcours que tu as fait aujourd'hui? Oui, et en même temps, je crois que des fois, c'est aussi bon de rester sur son canapé et de pleurer sur soi. Si c'est nécessaire et si c'est ce dont on a besoin. Moi, je sais que oui, il y a des moments par lesquels je suis passée par là. Et en fait, c'est OK et c'est bienvenu. Après, par contre, oui, j'ai toujours eu l'envie de passer à autre chose à un moment donné, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Aline, d'être venue témoigner sur ce plateau. Avec plaisir. Et on espère surtout que ton parcours aura inspiré d'autres femmes qui étaient dans ta situation et que ça aura pu leur donner des clés pour rebondir. Oui, sachant que je pense que chacune a ses propres clés. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à EasyTurns Production Audiovisuelle d'avoir produit ce contenu. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser une note, à partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à faire vivre ce podcast. Et si vous aussi, vous avez entamé une reconversion, que vous éleviez des chèvres dans l'Arzac et que vous avez tout plaqué pour devenir trader à New York, et bien surtout, n'hésitez pas à venir me raconter votre histoire. Vous pouvez nous contacter avec un lien sous la vidéo. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode d'Europro. Ciao, ciao.